Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, bienvenue pour le 32e épisode de Lift Talk en compagnie de Victor. Victor, est-ce que tu nous entends ? Je t'entends extrêmement bien. Alors justement, Victor, raconte ta préparation au championnat du monde. Eh bien écoute, ça se passe bien. Bon, je me suis pas reposé genre très dernièrement, genre il y a 2-3 jours ou quoi. Parce que de toute façon aussi, il n'y a pas toujours intérêt de se peser chaque matin parce qu'il peut y avoir des variations du poids qui ne sont pas dues. Genre en gros, est-ce que tu as bien géré ton déficit, oui, non. Ta variation de poids au jour le jour ne seront pas forcément représentatives parce que si tu as mangé un peu plus la veille, si tu n'as pas encore pissé chier ou que sais-je, ou si tout simplement, tu as moins, si tu consommes pas mal de végétaux, etc., tu cumules un petit peu de fibres dans l'intestin. Donc pareil, le poids peut ne pas être toujours représentatif. Donc là, je me sens bien, là je sais que mon déficit il avance bien, avec un rythme qui me convient. Genre niveau performance ça va, je sens que ça m'aide sur le tirage, je sens que ça me dessert pas trop non plus sur les poussées. Donc finalement tout va pour le mieux quoi, parce que j'ai que pour l'instant les effets bénéfiques. Donc c'est que je m'en sors plutôt bien, il faut que ça reste comme ça pour rester sur cette bonne lancée, donc je suis content. Et pas plus de fatigue que ça. Enfin, je me sens globalement bien. J'ai reçu, j'y pense. Je fais une promo c'est vrai sans le vouloir. J'ai Non. reçu. Non, pas ça. Ah oui, non. Ah. Ah putain, qu'est-ce que j'aimerais ça. Ah J'ai reçu purée, la ceinture. t'allais me hype là. Ah là oui, j'ai senti là. J'ai reçu la ceinture King of Weight. Donc très sympa, mais quand même moins que ce que toi tu pensais. Mais c'est quand même bien parce que c'est la ceinture qui, si je dis pas de conneries, tu pourras me corriger peut-être Marco, mais qui est normalement celle qui est obligatoire, je pense, pour les championnats du monde. Donc c'était pour m'y habituer directement, voir un petit peu. Et franchement, c'est de la bonne cam. C'est la même corde que le même principe de corde et même qualité de corde que la corde Gore Nation, donc qui est trouvable et que pas mal ont. Donc ça fait bien le taf. Et la ceinture en elle-même est légère. Il y a plusieurs mousquetons, donc tout était bien. Simplement, moi, je l'ai reçu. J'avais pas pris l'extension parce qu'elle n'était pas dispo au moment où je l'ai acheté. Du coup, ce que j'ai fait, parce que c'était un petit peu court quand même pour les dips, j'ai rajouté encore un mousqueton de chaque côté pour allonger un petit peu le tout. Donc ça l'alourdit un peu théoriquement avec les mousquetons, mais bon, ça reste très négligeable, sachant qu'elle est pas mal plus légère que celle que j'avais avant. Et c'est très confortable, la façon dont elle est foutue, etc. Bon, elle est quand même un peu chère pour ce que c'est, même si la Rogue est au moins aussi chère, voire plus. Mais franchement, elle est très sympa. Donc j'aime bien les sensations que j'ai depuis que j'utilise. La petite de poids, mais bon, vu que c'était pas une perte de poids violente, c'est ok là-dessus. Et puis en espérant pas sur le prépa, vu que va y avoir une accumulation de la fatigue, forcément. Donc voilà, je suis content en tout cas, et puis je suis vachement pressé aussi de voir le jour J, quoi. Qu'est-ce que tu vas nous faire, qu'est-ce que tu nous réserves. Donc oui, mon gros. donc voilà. Je le suis également. Donc on va décomposer le podcast là aujourd'hui sur deux sujets qui va plus te traiter. Mon gros Marco, il y a pas mal de petits bugs. Il y a pas mal de petits bugs là, comment je t'entends, et j'ai peur que exceptionnellement je te le notifie parce que d'habitude je fais comme si de rien, mais vu que je sais que généralement l'enregistrement il est similaire à comment moi je t'entends, je me dis peut-être faire gaffe parce qu'il y a pas mal de petites coupures. Donc je sais pas si tu as moyen de faire quelque chose de mieux pour ta co de mort. Ta co de mort systématique. Non, là c'est le meilleur que je puisse faire, mais après son mythe, en fait, il est en train de marcher dans un parc floral parce que monsieur est un ami de la nature. Moi, je suis un amoureux des fleurs. Hein, c'est aussi pour ça.
C'est aussi pour ça que la connexion elle est pas folle. Donc je disais dans la deuxième partie du podcast, une partie plutôt programmation. Et là, tout de suite, une partie qui va traiter de l'hygiène de vie. Alors, c'est un sujet qui peut rejoindre pas mal de choses qu'on a déjà abordées dans les autres épisodes, mais on voulait en parler peut-être un peu plus précisément, et puis vous apporter des choses supplémentaires par rapport à ça. Victor, est-ce que tu nous entends toujours? Très très bien, là c'est bon. Donc, est-ce que tu veux commencer, Victor? Eh ben écoute, pourquoi pas, hein, donc première partie, ce dont on voulait parler, c'était, l'importance et à quel point de, mettre toutes les chances de son côté pour sa progression d'un point de vue, lifestyle, comment dire? Bah, sur tous les aspects récupération, nutrition et cetera. Parce que, il y a des fois où c'est un petit peu, sous-estimé ou alors à l'inverse aussi surestimé. Il y a des gens qui ont un niveau très débutant, qui se disent OK, il faut que j'ai 40 000 de compléments alimentaires différents, il faut que j'ai le matériel dernier cri dès que je commence, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, sinon je ne vais pas progresser du tout. Donc on va essayer un peu de démêler le vrai du faux par rapport à cette logique-là de à quel point il faut s'investir sur son lifestyle et peut-être aussi couper d'une certaine manière sa vie sociale en quelque sorte pour sa progression. Donc on va essayer de faire un peu les compromis. Moi, ce que je dirais déjà, c'est que pour ce qui est de l'aspect de l'alimentation, j'aurais tendance à dire que, de manière générale, l'alimentation est un petit peu surcotée dans beaucoup de cas, dans le sens où on va se dire, il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent au niveau de l'alimentation, de plus en plus maintenant avec l'essor du fitness, etc. Et du coup, les gens ont tendance à vouloir mettre tout de suite énormément de choses en place, alors que parfois, ils se prennent en fait trop la tête pour rien, au point de se frustrer et puis finalement avoir des contre-coups du style je me prive, je me prive, je me prive, et après du binge eating, ce qui finalement les dessert largement plus, plutôt que s'ils avaient un truc un peu plus stable et avec des meilleurs compromis en règle générale, finalement ça leur bénéficierait plus. Et du coup, j'aurais envie de dire, moi, j'ai justement pu expérimenter les différentes manières de faire. J'ai une alimentation qui était extrêmement stricte, mais sans que ça me contraigne plus que ça. Je m'y étais habitué, mais extrêmement strict, dans le sens où je mangeais concrètement du poulet, des œufs, du riz, des légumes, et je prenais des compléments alimentaires, et des fruits, oui, allez, dans les grandes lignes, des flocons d'avoine, voilà, genre vraiment que les aliments bruts, non transformés, les plus recommandés en règle générale, et que dernièrement, donc pas là maintenant, mais depuis quand même plus d'un an, je mange de manière beaucoup plus libre en quelque sorte, et je fais quand même attention évidemment à avoir mes quotas de protéines, je fais attention à ne pas rentrer dans les excès totaux, mais d'avoir quand même un minimum de contrôle dans ce que je fais, mais je me permets beaucoup plus de trucs, je mange des pizzas, je mange des burgers, comme Marco, je mange des glaces. Ça c'est professionnel, Marco, si vous voulez des glaciers sur Nantes, je pense que vous pouvez lui demander, il les a tous goûtés. Donc comme ça, si vous voulez pas passer par 4 chemins et direct aller au meilleur, demandez à Marco, paf, vous va y aller. Et donc, j'ai pas ressenti d'effet néfaste particulièrement, que ce soit sur ma récupération, que ce soit sur mes performances, que ce soit sur n'importe quoi, mon mode de vie en général, par rapport à cette façon de m'alimenter, qui pourtant était quand même beaucoup plus, en quelque sorte, intuitive, même si dictée par des années de conscientisation de l'alimentation qui faisait que je savais quand même globalement ce que je faisais. Donc, pour quand même nuancer. Je vous dis pas manger n'importe quoi, allez-y les yeux fermés et vous verrez ça va bien se passer. Pas du tout. Je vous dis simplement, vous pouvez élargir largement votre possibilité d'aliments. Maintenant, ça restreint énormément, comme j'ai dit avant, comme moi j'ai pu faire avec une liste de 5 aliments, plus ou moins, et avoir globalement les mêmes résultats. Après, quand on est dans une période de déficit calorique, cherche à perdre du poids spécifiquement, comme moi par exemple, c'est mon cas actuellement, peut-être que là, ce sera moins conseillé parce que consommer des aliments type burger, type pizza, etc., c'est possible en déficit. Simplement, ça va rendre les choses plus difficiles à traquer
d'une part, et ça va rendre la diète aussi plus dure à suivre, parce que tout simplement, vous allez manger des aliments qui sont plus denses en calories. Donc, ok, vous pouvez quand même réussir à avoir un déficit. Simplement, il faudra manger sensiblement moins de volume alimentaire sur le total. Ce qui fait que finalement, en fait, vous allez finir par crever la dalle. Ok, je mange un burger par jour, sauf que ça va me prendre 80-90% de mes calories, et du coup, après, j'aurai plein à manger de la journée et je serai affamé. Donc, c'est vraiment pas la démarche la plus cohérente à avoir quand on est en déficit. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est des périodes où il faut justement peut-être un peu plus s'astreindre à un choix alimentaire plus restreint, parce qu'en plus, le fait d'avoir un choix alimentaire plus restreint, ça permettra de manière générale de diminuer en fait ses apports caloriques de manière assez spontanée, sans avoir à tant calculer. Dès qu'on restreint un petit peu le choix alimentaire, ça facilite les choses aussi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Marco. Ouais, bah sur la deuxième partie, c'est vrai que je te rejoins. Et puis même moi, quand je regarde un peu mon parcours au niveau de l'alimentation, c'est ça. C'est que quand j'étais dans des périodes où je traquais beaucoup mes calories, on va dire que le choix des aliments était beaucoup plus restreint que dans des phases un peu plus libertaires, comme actuellement par exemple, où je suis un gros sac et, et, euh, et c'est toujours bien d'être complètement transparent avec soi-même. Absolument, absolument. Non, après, ouais, c'est vrai. Après, en fait, c'est la catégorie de poids aussi, des fois, qui vous dicte un peu votre façon de faire à ce niveau-là. Moi, je sais que maintenant, je suis quand même carrément plus libre, même si dans des phases préparatoires, c'est toujours mieux d'optimiser ce truc-là. Et pour revenir au sujet un peu initial, qui est quand même l'hygiène de vie, c'est comme l'a dit Victor, au début de votre pratique, bon, voilà, si vous faites pas tout correctement, vous allez progresser. C'est sûr parce que vous avez une marge de progression qui est énorme. Vous êtes aussi très jeune. Vous avez en gros toutes les hormones, votre corps en gros carbure à bloc quoi, à tous les niveaux. Donc ça va être assez simple. Plus votre pratique va avancer, plus il va falloir faire des choix. Et en âme et conscience, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas de devenir un moine non plus. Faut faire des compromis, faut s'adapter aussi en fonction de votre vie à vous. Par exemple, si vous êtes un athlète professionnel, si vous êtes un coach, etc., je pense que c'est intéressant de mettre toutes les chances de son côté pour voir au moins ce que ça fait sur une période. Mais si vous, votre objectif, parce qu'il y en a peut-être ici qui nous écoutent, leur objectif, c'est pas de devenir des champions mais c'est de progresser, etc. Bon, bah là, il y aura quand même, enfin, ça sera moins exigeant en termes de choses à mettre en place. On a parlé de l'alimentation qui est hyper importante. On sait que, enfin, alors moi, je sais qu'il y a énormément de très jeunes qui pratiquent ce sport, le street lifting, mais aussi le powerlifting, hein, et que bon bah forcément quand on est jeune on aime sortir etc et moi je serais pas du genre à vous dire de vous couper de toute vie sociale. Je trouve ça quand même hyper important de profiter de ces années-là parce que c'est des années qu'on retrouvera pas plus tard. Mais c'est toujours dans le bon dosage. Vous pouvez sortir sans pour autant boire ou boire peut-être un verre, etc. C'est toujours bah, cette histoire de compromis et pas être dans les extrêmes pour pas que ça impacte justement trop négativement. Donc on a parlé de l'alimentation, enfin voilà, c'est ce que je parle là maintenant, c'est un peu du sommeil. Le sommeil, c'est vraiment le pilier de la récupération, surtout dans les sports de force, ça c'est quand même extrêmement important. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'il va falloir optimiser assez rapidement pour mettre toutes les chances de son côté. Mais pensez bien qu'un bon sommeil, ça va vous aider sur vos entraînements, mais ça va aussi vous aider dans votre vie en général et professionnellement notamment, vous serez beaucoup plus efficace. Réfléchissez aussi toujours aux bénéfices que ça peut vous apporter hors le sport, parce qu'on voit toujours par ce prisme-là du sport, mais en fait, toutes ces optimisations vont avoir un impact sur les différents aspects de votre vie. Et ça, c'est un truc à vraiment pas sous-estimer.
Et puis, comme on dit tout le temps, on n'a qu'une santé, on n'a qu'un corps. Vraiment, c'est important de prendre soin de soi pour être, voilà, je vais faire la petite phrase dev perso, la meilleure version de soi-même possible et perdurer dans le temps. Ça, c'est un truc important. Et surtout, comme on vous dit tout le temps, c'est que aussi ce qui va faire la différence, c'est sur le long terme, sur la durée. Donc, ça, c'est notre cher Rudy Koya qui disait ça souvent. C'est que votre santé va déterminer votre progression. Si vous êtes en mauvaise santé, que vous êtes en déficit de sommeil régulièrement, que vous sortez souvent, que vous buvez, que vous faites des cheat meals tous les jours, etc., forcément, vous n'allez pas être en bonne santé. Et c'est un moment, votre santé, qui va débloquer, enfin, qui va faire en sorte, tout du moins, que vous allez continuer à progresser. Victor, est-ce que tu nous entends toujours? Très très bien, très très bien. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. De toute façon, c'est assez évident. Mais je me rappelle en plus que quand j'étais en second, c'est à peu près là que j'ai commencé à essayer d'optimiser un peu mon alimentation et tu sais, de passer une alimentation où concrètement, tu manges des céréales au petit-déj, tu manges des gâteaux un peu toute la journée, tu manges plein de. Alors, Ça, c'est vrai. tout à l'heure, ouais, faut Euh, s'offrir un choix un peu plus large. Faut D'ailleurs, s'offrir un choix un peu plus large d'aliments. Oui, mais il faut pas que ce soit genre tous les jours. Faut quand même se restreindre un minimum. Et quand j'étais passé de cette alimentation-là à une alimentation quand même beaucoup plus brute, avec beaucoup de végétaux, plus de protéines, etc., et ben, je sentais, enfin, genre, c'était vraiment frappant le changement d'état de forme que je ressentais. Et c'était l'époque en plus où je convertissais pas mal de potes à faire pareil. Et même eux, ils me disaient, putain, c'est vrai que je sens que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus. Putain, c'est magnifique, c'est ça. Je m'essuie, il n'y a rien sur le papier. Enfin, voilà, quoi. c'est vraiment C'est le le classique. petit déjeuner. Nos amis laitiers sont. Non, nos amis laitiers, oulala. Attends, c'est quoi le slogan des produits laitiers? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, un truc comme ça, je crois que c'était ça. C'est ça, c'est Et ça. même aussi, il y avait une grande propagande à l'époque, je me rappelle, pour tout ce qui était à base de céréales, etc. C'était la grande mode céréales et produits laitiers. Mais ça, je sais pas si c'est encore d'actualité. Moi, je sais pas, je regarde pas trop la télé. Je pense aussi que la nouvelle génération la regarde beaucoup moins. Mais on était, je me rappelle, pas mal influencé par les pubs, etc. À cette époque-là. Je m'éloigne un peu du sujet, mais pour en revenir ouais, à tout ce qui est hygiène de vie, en fait, il va falloir que vous fassiez des choix au fur et à mesure. Et en fait, c'est souvent des choix qui nous sont imposés parce que C'est un débat infini. 13 heures de Kellogg's, moi je dirais, mais il y en a d'autres que j'apprécie énormément. J'ai tout testé, à travers les âges. c'est vrai que les céréales fourrées, ouais, j'aimais beaucoup. Il y avait un truc que j'aimais. D'ailleurs, tu achètes toujours tes yaourts à Lidl, Victor? Ah bah évidemment, je m'en nourris. Bah là un petit peu moins parce que du coup c'est quand même un peu moins rassasiant que l'équivalent en viande. Donc je privilégie quand même des trucs un peu plus qui tiennent plus au corps, on va dire, pour apporter les calories. Mais c'est une bonne solution en tout cas quand tu manges pas mal, on va dire, et quand tu as un peu de difficulté à apporter suffisamment de protéines, sachant qu'en plus au prix, en termes de quantité de protéines par rapport au prix, le ratio est plus intéressant que pour de la viande. Donc c'est vraiment, ça en fait vraiment un truc hyper intéressant. Mais là, du coup, j'en mange un petit peu moins. Mais j'en mange quand même. Ok. Ouais, donc, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce premier sujet, Victor? Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait bien le tour. Donc globalement, comme on a dit, pour 99% des gens, pas trop se prendre la tête. Il faut que ça reste quand même un plaisir. Évidemment, le plaisir, ça passe aussi par le fait de s'investir dedans pour progresser. Mais c'est l'équilibre, quoi. C'est si ça vous coupe plus votre vie sociale et que ça vous prend plus la tête que ça ne vous apporte d'un point de vue épanouissement, bon, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à remettre en question. Et après, quand c'est quelque chose qui représente plus
pour vous, dans le sens où vous faites des grosses compétitions, où ça peut en quelque sorte vous rapporter de l'argent de manière plus ou moins directe. Bon, bah là, on peut comprendre le fait de plus s'investir au point d'avoir cette façon de plus se couper de sa vie sociale, etc. etc. Mais voilà, il faut faire les bons choix en fonction de dans quel contexte on se situe, sinon on risque d'être rapidement frustré. Exactement. Et le deuxième sujet que tu voulais aborder maintenant, c'était donc programmation, un sujet programmation. Exactement, sur les C'était ramp-up sets. quoi? Ok, donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors les ramp-up sets, c'est en français ce qu'on dit plus traditionnellement le pyramidal. Après, le pyramidal, il y a une façon très différente de l'appliquer quand on en parle de manière dans le bodybuilding, on va dire plus classiquement, versus en force. Le pyramidal dans le bodybuilding, généralement, on va faire en sorte que chacune des séries du pyramidal soit intense, avec un RPE plutôt fixe, avec du coup des charges qui augmentent au fur et à mesure, mais à contrario des répétitions qui diminuent. Forcément, si je fais 10 répétitions à une charge et que je suis RPE 7 et que j'augmente la charge et que je vais être au même RPE, il faudra que je diminue les répétitions. Donc, par exemple, le truc un peu classique, c'est de faire genre une série de 10, une série de 8, une série de 6, d'augmenter à chaque série le poids. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la version un petit peu bodybuilding qui, pour moi, est critiquable de toutes les façons, que ce soit pour la prise de muscle ou que ce soit pour la prise de force. Je la trouve moyennement intéressante. Le problème de cette méthode-là, c'est que vu que le RPE est fixe à chaque série, généralement, ce qui va se passer, c'est que, justement, on va avoir du mal à le maintenir fixe parce que les premières séries, elles sont fatigantes. Donc, finalement, les séries suivantes plus lourdes vont être impactées, même si on diminue les répétitions. Et si on veut garder un RPE fixe, on ne pourra pas monter tant que ça la charge, ce qui fait que les adaptations nerveuses ne seront pas tant intéressantes et que les gains de force seront donc pas optimaux. Donc, la façon de le faire de manière plus traditionnelle en force athlétique, et qui peut donc être appliquée évidemment en streetlifting, c'est de faire un nombre de répétitions fixe et d'augmenter la charge. Comme si, en fait, on faisait des séries de chauffe, tout simplement. On faisait une gamme montante de chauffe, mais au même poids, au même nombre de répétitions, pardon. Par exemple, si je prends le squat, on va dire, je vais faire une série de 3 à 100 kg, une série de 3 à 105 kg, une série de 3 à 110 kg, admettons, et peut-être après des back-off, peu importe. Et donc en gros, déjà ce format-là pourrait être plus intéressant, mais comme toute méthode de programmation, comme tout format d'entraînement, il a ses intérêts, ses inconvénients en quelque sorte. Mais ces inconvénients, en fait, on s'en fiche un peu dans le sens où c'est un outil, et du coup, l'outil, je ne vais pas prendre une clé à molette quand il me faut un tournevis. Donc, en gros, cet outil-là, il faut que je m'en serve pour répondre aux besoins de la personne, de l'athlète, dans un contexte précis. Donc après, les inconvénients, on s'en fout un peu parce que si ça répond aux besoins à l'instant T, c'est que les inconvénients, justement, en quelque sorte, n'existent pas. Parce que les inconvénients, ils existent quand on l'utilise pour quelqu'un pour qui c'est pas nécessaire, c'est pas optimal comme format. Dans tous les cas, autant ne pas le faire. Ce n'est pas une question d'inconvénient ou d'avantage. Et donc, l'intérêt, en quelque sorte, de faire ça, c'est de s'exposer à du lourd de manière progressive. Donc, avoir un peu cette façon de monter en charge de manière plus progressive. Donc, ça peut être intéressant pour un contexte, par exemple, de reprise. Ça peut être pas mal dans ce contexte-là, parce que du coup, ça permet, au lieu de faire directement des séries un peu lourdes, d'avoir cette montée en charge qui, comme poursuit l'échauffement, donc accentue en quelque sorte l'échauffement, donc diminue aussi un petit peu le risque de blessure. Et quand on est en reprise, c'est pas mal. Et souvent, on y répond plutôt bien, parce que justement, on reprend les sensas sur différents paliers de charge, ce qui fait que on arrive à se sentir mieux quand on arrive sur la charge en question que si on avait fait une chauffe un peu plus classique et qu'on était arrivé direct sur la charge la plus lourde comme un top 7. Donc ça a déjà cet intérêt-là. Ensuite, les autres intérêts que ça peut avoir, ça peut avoir comme intérêt de s'habituer un petit peu au format qu'on va avoir sur les compétitions, parce que les compétitions de force, athlétique ou de streetlifting, ça va être exactement ce schéma de ramp-up set sur 3 séries, sauf que c'est des singles,
Donc ça reste des séries effectives en quelque sorte, même si c'est des fois 1. Et c'est un peu ce même principe, parce que quand on fait une compétition, le but c'est OK, le premier essai, c'est plus ou moins une last warm-up. Par contre, le deuxième essai, on cherche quand même à faire une charge qui va être un peu fatigante, parce que le but, c'est quand même de sécuriser un total. Donc le but, c'est pas de se dire, OK, je fais des énormes gaps, parce que sinon, si on rate un des essais, eh ben, on y perd énormément au total. Donc le but, c'est quand même d'avoir chacun des essais qui sont plus ou moins espacés, pas de la même manière, on va dire, que si on faisait une série de chauffe, pour faire un peu simple. Donc ça a également un peu cet intérêt. Je sais pas si toi, tu utilises, Marco, comme méthode, si tu vois un intérêt, si tu l'as déjà utilisé. Alors, moi, non, je l'utilise pas. J'utilise pas en tout cas en série, justement. Je l'utilise en une répétition, enfin en série de une répétition, mais pas en série de plus de une répétition. Et c'est un truc comme en fait, là, en gros, tu extrais ce truc-là, mais en fait, bien souvent, il est intégré, en fait, à ce qu'on peut faire, etc. Et on le fait sans même savoir que c'est ce dont tu as développé là juste avant et expliqué. Mais moi, effectivement, je trouve ça bien, surtout pour des phases préparatoires aux compétitions. Et je pense que c'est là aussi où tu voulais m'emmener au niveau de la discussion. C'est de ajuster les incrémentations et ajuster la stratégie qu'on va avoir au niveau de la feuille de match quand on fait des compétitions. C'est hyper important et intéressant de faire ça en amont, justement, pour pas arriver juste avant la compète et se dire ouais bon bah du coup on fait quoi bon allez vas-y on va essayer ça mais on sait pas trop ce que ça va donner, tu vois. Donc c'est vraiment un Exactement. truc, je pense, à mettre en amont, à essayer, et qui va nous donner plein d'informations hyper intéressantes sur comment va réagir l'athlète aux différentes incrémentations. Incrémentations forcément qui devraient être influencées par cette même méthode, mais aussi par la stratégie, parce que la stratégie peut être un peu dissociée de ce truc-là. En fait, en gros, on peut prendre des risques des fois, ou à l'inverse, complètement sécuriser les choses sans vraiment prendre comme point de repère, point fixe, on va dire, ce truc-là. Mais ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, on pourrait développer un peu plus au niveau des incrémentations. Euh, voilà, ça, c'est un truc, ouais, à intégrer, admettons, dans un bloc préparatoire à une compétition, pré-compétition. Ça pourrait aussi comment avoir sa place lors d'un mock meet, par exemple. On voit souvent ça d'ailleurs, parce que on vous l'a déjà expliqué, mais en streetlifting et en powerlifting, les échéances, vous les savez beaucoup plus tôt en powerlifting qu'en streetlifting. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les athlètes en streetlifting, à l'approche d'une compétition, vu que déjà c'est annoncé assez tard, même si c'est un truc qui est en train d'évoluer, en fait, ils font des mock meets quelques semaines avant la compétition, pour avoir le plus gros total pour pouvoir se qualifier, parce que également, c'est pas encore, il n'y a pas encore de minima. Enfin, il y a des minima, mais ce sont en fait des minima qui sont imposés par les gens qui ont postulé, on va dire, qui se sont inscrits pour la compétition. C'est pas des minima fixes, c'est des minima qui peuvent changer en fonction des participants qu'il va y avoir. Donc ouais, lors de mock meet, moi je trouve ça bien aussi, pourquoi pas, de faire ça. En fait, ça peut faire vraiment ça peut être comme un peu une phase test, en fait, avant une compétition. Donc ça, je trouve ça cool, quoi, d'utiliser ça. Et effectivement, c'est intéressant. Bah, c'est ça. Puis je trouve qu'en fait, c'est pas mal, parce que ça permet de voir un peu quels incréments, enfin, dans quelle mesure, quand on est au-delà de certaines charges, quand on augmente de tel pourcentage, eh ben, ça impacte la vitesse, ça impacte la technique. Et l'intérêt de faire ça, en fait, c'est plutôt que de faire directement sa chauffe traditionnelle, donc généralement les dernières séries de chauffe en x1 quand on s'approche de la charge de travail la plus lourde du top 7, et de faire ensuite donc un top 7. Genre, admettons, je reprends mon exemple au squat, où je disais 3 à 105, non, 3 à 100, 3 à 105, 3 à 6. Et ben, au lieu de faire
par exemple, une à 90, puis une à 100 en last warm-up, et ensuite de faire 3 à 110, et ben, l'intérêt de ça, c'est que ça permet en fait d'avoir une régularité technique sur des charges proches, avec exactement le même format, donc des séries de 3, ce qui fait que quand j'arrive aussi sur ma série la plus lourde, peut-être que j'ai un peu plus de fatigue, parce que forcément j'ai fait des séries proches qui m'ont à peu près fatigué parce qu'il y a plus de répétitions, etc., etc. Mais quand j'arrive quand même sur ma série lourde, j'ai généralement, si je me suis bien regardé, que j'ai fait les choses avec en conscientisant, etc., en filmant, en regardant un peu comment ça bouge, la technique, etc., et ben, j'ai pu faire des ajustements sur des charges qui étaient proches, sur des formats qui étaient similaires, donc des séries de 3, et du coup, j'arrive sur ma série la plus lourde en ayant pas mal appréhendé, parce que j'ai vu comment 3 à 105 bougeait, donc je peux me rendre compte un peu, tu vois, j'ai vu de 100 à 105 l'écart de facilité, j'étais à RPE 5,5, là je suis 6,5, 7 à 105, donc peut-être que je vais être 7,5, 8 quand j'arriverai à 110, et donc je peux déjà un peu pré-shot ça, tu vois, le ressentir et voir comment ça va être, vraiment ressentir comment je vais être sous la barre, et après calquer un peu la technique, ou alors faire des modifs si c'était bien, moins bien, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que je ressens, ça m'aide pas mal. Moi, là, j'en fais un petit peu sur les dips en ce moment. Je sais qu'avant de faire mon PR à 250 pour la qualif final rep, j'avais fait ça aussi sur le squat. Donc, c'est un truc qui fonctionnait pas mal. Après, c'est comme tout, c'est à bien utiliser dans le sens où faut pas. Pour moi, c'est une méthode en fait où il faut pas forcément monter sur des intensités extrêmement hautes, sur des pourcentages extrêmement hauts, parce que après, la fatigue cumulée des premières séries va trop vous impacter pour la série la plus lourde. Et là, du coup, on aura plus bénéfice en fait de OK, je m'ajuste sur ma technique, et du coup, ma technique est encore meilleure quand j'arrive sur ma série la plus lourde. À la place, la fatigue va prendre le pas, et du coup, finalement, ce sera plus bénéfique. Donc là, moi, typiquement, la stratégie que je vais employer sur les dips et que j'avais employée sur le squat avant, c'était donc de faire sur mes premières semaines du bloc des ramping upsets pour m'exposer à plus de séries lourdes et vraiment bien ajuster la technique au fur et à mesure de la montée. Et ensuite, partir sur un top set à la place, donc poursuivre la montée, mais sans avoir donc la pré-fatigue des séries avant, donc un format un peu plus traditionnel. Et généralement, si j'ai bien géré les choses, le fait d'avoir fait ce travail-là en début de bloc me permet d'avoir enregistré ce travail technique et d'en bénéficier quand j'arrive sur ce switch au niveau du format. Je passe ensuite sur un top set, et après, admettons, je pourrais faire une autre séance bis où là, je repars sur du ramping upset, mais sur des x1 pour vraiment calquer le schéma compétition et ensuite ajuster les incréments. Ça, c'est toujours un petit peu le même débat. Ce qu'on disait avant, ce que Marco disait avant, c'est que, je fais quoi comme gap d'une série à l'autre, d'un essai à l'autre quand je suis en compétition? Est-ce que je fais des gaps aussi qui vont être homogènes, ou est-ce que je fais des gaps qui vont être dégressifs? Donc, par exemple, je vais faire plus 7,5 entre premier et deuxième essai, et je vais faire peut-être que plus 5 entre deuxième et troisième essai, admettons. Et même avec la last warm-up aussi, d'ailleurs, de voir où est-ce que va se situer la last warm-up. Donc, un peu tous ces trucs-là qui vont être hyper importants à régler, parce que, en fait, avec aussi l'effet du picking plus taper, parfois on peut pas trop se rendre compte le jour J de ce qu'il faut faire comme choix. Et donc, en fait, vous êtes exposé pas mal à cette réflexion-là, proche de la compétition. Ça permet de vraiment être bien ajusté sur ces critères-là et d'arriver à être extrêmement serein, parce qu'il n'y a pas trop d'inconnus quand on arrive, et on sait globalement comment se gérer, comment on réagit à tel incrément, sur tel mouvement, etc. etc. Ouais. J'aime bien, il fait des blancs, Victor. Tu sais, il a fini et il me donne pas la parole. Il s'arrête de parler carrément, quoi. C'est parce que je je sais vais pas si reprendre la ma connexion. respiration. Je reprends ma respiration, je monte. Ah, mais je crois que tu avais du cardio, mec, maintenant. Mais tu sais, je respire avec le nez, donc épuisant. Ah oui, ok, En vrai, d'accord. Ah oui, tu en vrai. travailles vraiment. Tout est un prétexte pour travailler la respiration, le Ah, cardio, moi, je suis au etc. max, là. Moi, je suis au max. Non, en plus, je te rends pas compte, mais tu sais que je marche vite. Je sais pas pourquoi je mangeais à marcher hyper vite, mais genre, j'arrive pas à marcher lentement. Mais sachant qu'en plus, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que là, comme j'ai dit, j'étais en montée. Et moi, naturellement, dès qu'il y a une montée, j'accélère. Parce qu'en fait, je sais que la montée, forcément, je vais plus en chier. Donc, si je la fais lentement, tu sais, c'est comme tu te fais une bande de cire pour t'épiler. Bon, attention, je m'épile pas, mais j'ai déjà testé parce que faut pas mourir con, Oh, tu vois.
Et du coup, quand on enlève la bande de cire, si tu l'enlèves lentement, putain, c'est une souffrance, c'est horrible, tu vois. Donc tu l'enlèves d'un coup. Bah moi, la montée, c'est pareil, tu vois. Mais c'est grave, comment dire, enfin, j'y réfléchis pas du tout, tu vois, c'est Instinctif. naturel. C'est Ouais. exactement ça. Quand je marche avec ma copine, on marche, tac, on est au même niveau. Dès qu'il y a une montée, putain, je vais commencer à tracer un peu. Elle me dit, attends, j'en peux plus. Donc ça, vraiment, voilà, c'est les vrais bonhommes qui font ça, en fait. Si jamais vous vous posez des questions, Ouais. on est face aux Parce qu'en obstacles. fait, Bah nous, on y va pas reculons. On y va, on fonce. J'ai pas peur. ça me rappelle, ça me rappelle un sketch. Oh là là, ouais, ok. Et non, bah, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que s'il s'arrête de marcher, bah en fait, il roule, quoi. Enfin, le mec, il descend en roulant la pente, quoi. Je m'écroule. Non, mais là, Parce que surtout, je suis tellement ce mec, épuisé que ce mec si est j'arrête une de me barrique. déplacer. C'est une barrique. Putain, mais attends, c'est quoi? Il y a des poissons énormes là-haut. Putain, je vais descendre et je vais vous les filmer. Attends, merde, par où je peux passer? Attends, Marco, tu vas être super content. Attends, faut que je vous filme parce que là, je vais faire des trucs dangereux, Pascal. Attends, merde, comment je remets la vidéo sur cette merde? Ah, c'est bon. En fait, ce podcast est un podcast animalier aussi, Tac. par moment. Donc là, je vous montre quand même par quoi je vais essayer de passer. Ça va pas être pratique du tout. Tac, pour accéder à ça, là. Donc, alors, attends. Tu vois, il y a des bancs de poissons, là, ils sont balèzes de ouf. Attends, et imaginez, là, je me tords la cheville, paf, final rep, fini. Bah, ça doit être des carpes, non? On voit pas du tout, je suis dégoûté. Ah non, on voit rien du tout là. Et franchement, c'est nombreux et ils sont bien gros. Hein. De là où je suis, moi, je les vois Ouais, bien, mais sur l'écran, on voit rien du tout. ça doit être Est-ce que j'essaye d'aller plus ça doit loin? être des carpes. Est-ce que je Ouais, poursuis mon aventure? est-ce que même t'irais pas dans l'eau en fait? Bah, c'est ce que je te dis, gamin. Est-ce que je me déshabillerais pas et je plongerais pas finalement? Bon, je vais faire le tour et... Ah, là, on voit un truc là. Ah, ouais, ça sort sa bouche là, ça se voit. Ils doivent bouffer des bestiaux, Ah, des insectes qui ouais, sont bah morts. c'est des carpes alors. Si ça prend la respiration à la surface. Et classique. Ouais, ça je vais le laisser dans le podcast hein, parce que vous Bah, il fait faut votre reprendre. éducation C'est au nature et niveau de la découverte. faune. Lift Talk Discovery Channel. Ok. Donc, ouais, on a parlé dans la première partie de l'hygiène de vie. Là, c'était la partie programmation. Et puis, donc, on a dévié aussi sur les incrémentations qui étaient liées à tout ça, parce que le but de cette méthode, c'est aussi se tester par rapport à ça et voir ce qui nous convient le mieux. Est-ce que toi, d'ailleurs, Victor, est-ce que tu pourrais globalement, enfin, tu as une fourchette en fait d'incrément par rapport à chaque mouvement, même si instinctivement, on sait que les muscle-up, ça va être des incréments plus petits que le squat, mais tu monterais Oui, de bah, combien de pourcents, toi, par exemple? c'est une bonne question, hein, je ne saurais pas te répondre comme ça. Mais ce que tu me fais penser à dire, du coup, en lien, là, vu que tu as mentionné les muscle-up, c'est que justement, Ramping Upset, c'est une méthode que j'utilise énormément sur les muscle-up, avec des très petits incréments, genre des plus 1,25, voire si c'est des personnes que je coach et qui ont accès à des plus petits poids, des plus 0,5, etc. Parce que le muscle-up, c'est un mouvement, donc évidemment, qui est très contraignant d'un point de vue de la technique. Et très souvent, en fait, on est énormément dans ce cas de figure-là que j'ai décrit avant. On fait sa montée en charge classique. Si, admettons, on va se diriger vers un top 7, et ben, souvent, la last warm-up, même si elle n'est pas hyper éloignée, on va se sentir quand même une bonne différence. Genre, je sais pas, tu fais genre top 7, je sais pas, 2 reps à 10 kg, admettons, et la warm-up, tu fais une à 7,5, et ben, tu vas sentir le gap 7,5 et 10 kg. Tu vas avoir Mhm. le sentiment quand même, putain, ça fait plus, etc. Et du coup, la technique, elle va être pas mal dégradée. Et donc, cette stratégie-là de ramping upset sur les muscle-up, elle est extrêmement efficace parce que ça permet, bah, typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure, de garder une constance technique dans l'exécution et parfois même d'être encore mieux sur les séries plus lourdes en fait que sur les séries plus légères parce qu'en fait justement bah, tu as accumulé des séries avant et c'est un mouvement en fait qui répond quand même pas mal au fait de le répéter, de le répéter, de le répéter, comme les mouvements haltérophilie, comme tous les mouvements très techniques, parce que bah, plus tu le répètes, plus tu crées de connexion nerveuse, plus tu crées d'automatisation et plus tu es efficient, tout simplement. Donc il y a évidemment une grosse notion de force sur le muscle-up, mais tu as parfois plein de mecs qui ont la force nécessaire, mais qui n'arrivent quand même pas à passer au-dessus de la barre ou pas sans faire un gros keeping.
et parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas la technique qu'il faut. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant sur les muscle-up d'utiliser cette méthode, je trouve, avec des très petits incréments, comme j'ai dit. Donc plus un 25, même pour des mecs qui ont un assez bon niveau. Hein. Bon, après, tout dépend de mon niveau, voilà. De bon niveau, je ne vous parle pas forcément d'un mec qui fait 40 en muscle-up, mais lui, il bénéficiera peut-être pas de faire des plus 1,25, sinon ça va mettre un peu de temps. Mais pour un mec qui a moins de pratique sur les muscle-up et qui a un max même à une vingtaine de kilos, ça peut être déjà une super méthode de faire des plus 1,25, etc. Bref. Et donc, les incréments dans une feuille de match, et globalement, voilà, ça peut changer beaucoup d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est un peu comme le bench en force. Il y a quand même des trucs qui restent un peu stables. Genre, tu sais que si au bench, tu tapes des plus 10, à moins que tu aies un bench à 200, tu risques de les sentir passer. Et si jamais tu les sens pas passer, c'est que en fait, c'était pas des essais, c'était des warm-up que tu faisais. Et du coup, le risque, c'est d'un seul coup te heurter à une barre qui va être très dure et de la rater, ou de la rater potentiellement, soit de la rater, soit de faire une erreur technique qui fait qu'elle serait no rep, et du coup, de perdre pas mal de kilos sur ton total. Donc après, en fait, il faut voir. Moi, je sais que dernièrement, là, j'avais une phase où les dips, quand je faisais j'avais une super vitesse aux dips, même sur des charges très élevées, mais chaque rep me coûtait énormément. Genre, elle me créait énormément de fatigue, même des reps qui étaient super rapides. Donc, ce qui faisait que dès que je la faisais, la rep en question, même si elle était super rapide, si je devais mettre plus lourd, la rep d'avant, en fait, m'avait coûté, mine de rien. Et j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour en récupérer. Et là, du coup, dans ce cas de figure-là, peut-être des incréments un peu plus faibles, même au dips, même pour moi qui ai une dips assez élevée. Et si jamais c'est pas le cas, si vous sentez que vous arrivez à garder une bonne fraîcheur à la fois dans l'exécution et à la fois en termes de forme tout simplement, et là vous pouvez vous permettre peut-être des gaps un peu plus élevés, mais c'est vraiment de laisser erreur. Les vérités absolues, voilà, c'est que en muscle up, vous ferez des plus petits gaps que en traction, des plus petits gaps potentiellement que en dips, et en dips probablement à nouveau des plus petits gaps qu'en squat, et pas hésiter aussi à faire des gaps un peu commun, du style faire des plus 3,75 par exemple, plutôt que de faire que des 2,5 ou des plus 5 ou des 7,5 ou des plus 10, etc., des multiples de 2,5. Mais savoir qu'on a aussi les 1,25 sur les mouvements lestés, puisqu'on n'a pas les poids des deux côtés. Donc vous pouvez avoir des plus 1,25 par exemple. Donc avoir recours à ce genre d'incrément pour être le plus dans des trucs justes qui vont vous permettre de valider ce qui est pour moi le but en compétition, c'est-à-dire un 12 sur 12. Parce que, ok, le plus gros total possible, mais pour moi, le plus gros total possible, on l'atteint en validant tous ces troisièmes essais. Et tous ces troisièmes essais, on les valide si on n'a pas fait de la merde avant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, si, je suis d'accord. De toute façon, je suis souvent d'accord avec toi, mon gros Victor. Hein. Systématiquement, c'est pas souvent, c'est systématiquement. Non, tu sais quoi, ça me fait penser à un truc. Faudrait presque faire un sujet où on est en désaccord. Et ça pourrait être hyper enrichissant parce qu'on aurait chacun nos points de vue sur le truc. Et qui sait, peut-être qu'on tomberait d'accord finalement. On finirait par tomber d'accord. En plot twist, en plot twist, En finalement, fait, les mecs, tu sais, non, mais je pense qu'en fait, on dit la même chose. On a deux manières de l'aborder, mais finalement, en fait, on est d'accord. des politiciens. Exactement. Écoute, tease-moi un sujet où tu penses qu'on pourrait être en désaccord. Là, comme ça, pas de trucs qui me viennent Non, mais directement. en fait, le truc, c'est que, enfin, ça, ils le savent déjà, les auditeurs, s'ils ont écouté tous les podcasts. Mais vu qu'on a un parcours qui est quand même assez similaire, et que en plus de ça, on a les mêmes, on pratique le street lifting, on l'a commencé quasiment en même temps, etc. En fait, les bases sont les mêmes et la direction qu'on a dans la musculation et aussi dans ce qu'on veut transmettre, c'est la même chose. Donc forcément, on se rejoint sur énormément de sujets et je pense qu'il y a ouais, c'est vrai, je vois pas là tout de suite qu'est-ce qui pourrait créer un désaccord entre nous, mais qui sait, peut-être un jour on va trouver. Hein. On va sûrement, pour réfléchir. Ouais, on va réfléchir. Et Bah, la en plus tout grosse, cas, on arrive.
On va conclure le podcast ici là parce que ça part en sucette. Voilà. Du coup, comme toujours, si ça vous a plu, lâchez un like, un commentaire sur YouTube, les plateformes de podcast. N'hésitez pas aussi, et ça, je le dis pas systématiquement à la fin du podcast, mais dites-nous si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier pour nous donner des idées, peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé jusqu'à maintenant. Ça peut aussi vachement nous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, ciao.